Chers lecteurs, bienvenue dans le podcast numéro 3, toujours sur le livre de Xavier de Haute-Cloque, sur la deuxième partie cette fois. Commençons tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite rectification à l'encontre de Juan Rosita Forbes sur les gisements de nafta à Mossoul. Comparativement à la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était elle qui les avait découverts, mais ce n'est pas elle, c'est une de ses collègues qui l'a découvert. Une femme dont l'auteur va vous narrer le récit. Il s'agit de Gertrude Margaret Lothian Bell, une femme de l'époque tout à fait admirable pour son pays. Loin de la haute société anglaise, s'éclipsant du bagne de la vie quotidienne, elle y préfère la solitude des déserts, en leur vouant une fascination déconcertante. Cette fascination va la conduire pour le comte de l'Angleterre à prendre sous ses jupons le fameux Lawrence d'Arabie. L'année 1916, alors qu'elle est officier de liaison en Irak, elle fait ce qu'elle apprendra plus tard à Lawrence, semer des livres sterling et choisir ses combats pour récupérer le pétrole de Mossoul. Elle fabrique aussi des émeutes, dit l'auteur. Étrange, dites-vous. Mais quel type d'émeute ? Détourner des pays loin d'une autre pour des raisons pétrolières lui permet d'avoir l'attribution de la fameuse broche Fellow Commander of the British Order, une équivalence à la française du titre de la Légion d'honneur. Elle en recevra une autre en 1918 et bien plus tard en 1925. Elle occupera le poste de political officier à Bagdad. Un poste dur à maintenir, dira l'auteur. Peut-être que la politique d'un pays étranger sur un autre passe difficilement, voyez-vous. Et elle mourra finalement en 1926, avec comme conclusion que même des pays rivaux peuvent avoir leur mécène avec comme apparence un but non lucratif. Retournons sur les hommes de ces temps. Dardons-nous de raconter un peu plus l'histoire de M. St. John Filby, le roi ignoré des, je cite, Arabes sauvages. En préambule, prenons le temps de regarder cela. Au-dessus vacille cette lumière éclatante de la politique anglaise, menant un éternel double jeu consistant à être à la fois avec tout le monde et à la fois contre dans l'ultime objectif de faire s'entrechoquer les peuples à son unique profit. Posons-nous la question. Est-ce vraiment des Anglais pure souche qui trafiquent cela ? Sa vie n'est pas des plus banales. Il est boursier de la reine et du roi, parle extrêmement bien le français et est l'héritier d'une famille de planteurs de thé. L'année 1915 le fera voyager en Mésopotamie, là où les, je cite anglais, fomentent des révolutions et où les Allemands commandent aux Turcs. Puis il partira, envoyé à Bagdad, plongeant dans les mystères du Moyen-Orient. Lawrence d'Arabie, son petit collègue, romance bien évidemment ses histoires. Le vrai, celui de la situation, n'est autre que M. St. John Filby, où les coups de théâtre se produisent en coulisses. L'influence allemande du côté de Wasmus déclinante, son collègue allemand, Preusser, meurt et le titre de colonel pour Lawrence est fabriqué lorsqu'il en récolte les fruits. De là, la France le gêne. Il fomentera et tuera en assassinant des officiers français. Vous savez, le grand Lawrence d'Arabie, qu'on nous compte un peu partout, que ce soit dans les livres, dans les jeux vidéo, dans les films ou dans les séries. Peut-être pas dans les séries. Général Gouraud en subira même un attentat. C'est dire. Pendant ce temps-là, Filby parcourt le Moyen-Orient et l'Asie. Il reviendra à la mère patrie, qui lui décernera une médaille d'honneur de la Société de géographie. Nous sommes en 1920 et des grands financiers approchent alors un homme inconnu du public. Il devient ambassadeur en 1922, détenant alors la clé de l'immense citerne à pétrole se trouvant en Mésopotamie. Lawrence, lui, rentre dans une période de demi-discrédit, les institutions anglaises suivant ce même trajet. Pour paraphraser le livre, on apprend que Filby sait comment rallier cet énorme islam sans chef et sans guide car il le tient dans sa main. De plus, vous le savez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les livres sterling tombent dans la poche d'Ibn el-Saoud, le wahhabite. Pour Filby et la commandanture, il faut renverser les, je cite, petits roitelets de Lawrence et désavouer la politique anglaise. Mais faire cela, c'est mettre en danger immédiat la Palestine et le mandat français de Syrie. La récurrence à la Palestine revient quelquefois, plus par l'entremise de ce qu'on citait précédemment concernant les 3 siècles de mise en place pour les colonies sionistes/israéliennes. L'année 1925 opère un retournement étrange. Harry St. John Bridger Filby démissionne de toutes ses charges.
son pays ne lui accordant qu'une pension de 100 000 francs pour la conversion. Il finira par devenir commerçant et à se convertir à l'islam. Après un passage moins intéressant pour la vidéo, narrant un cortège de futilités pour amuser malgré le bas peuple, passons à présent sur les marchands d'esclaves en Arabie. Le livre de, je cite, La case de l'oncle Tom fut écrit par une puritaine, traitant de la question de l'esclavage, passionnant les peuples européens, mais très peu les orientaux. L'auteur explique avec déférence, même si je pense que le respect est difficile à donner, oui, le trafic d'esclaves qui accourt à la Mecque au XXe siècle est quelque chose de bien vu, d'antique même. Poursuivant son périple, l'auteur nous amène au palais de Roujdi Moullah, empli de femmes et d'hommes, psalmodiant leurs souffrances et leurs joies. Xavier devenant l'hôte de l'homme du palais, il lui propose de dormir sur place 2 jours plus tard. Il lui propose de dormir sur place, et 2 jours plus tard, la police fait irruption pour emmener l'homme qui l'a accueilli devant un autre homme pour le punir. Chose étrange, la suite narre encore la rencontre par, je cite, une histoire entre Xavier de Haute-Cloque et M. St. John Philby. Et la question que je me suis posée à un moment-là, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas entre les agents du renseignement une sorte de signe de reconnaissance probable ? Ou est-ce simplement l'endroit qui réunit les esprits les plus, je cite, avertis en quête d'information ? Avec le front de mer de Jeddah comme cadre de discussion, Philby raconte sa vision de l'esclavage. Selon lui, il est difficile d'enrayer l'esclavage ici, qui évidemment s'entremêle au servage comme bien souvent, et vice-versa. Car les basses besognes doivent être faites. Il ajoute que les esclaves arabes sont plus heureux que les hommes libres de conditions modestes, car leurs maîtres doivent les nourrir. Mais le plus surprenant, c'est qu'en affranchissant un esclave, les affranchis deviennent à leur tour des esclavagistes, et à cela rien d'inexplicable dans le fait de reproduire un mode de vie pour les esprits les plus enclins à ne pas infléchir vers une autre direction. En d'autres termes, si vous n'avez pas un esprit fort ou un mental fort, vous reproduirez ce que vous avez subi. Mais, évidemment, comme la vie est faite d'implicite, ça n'arrivera peut-être pas tout le temps. Et puis ajoute-t-il, les plus riches hommes du pays ne sont pas des rois, mais des marchands d'esclaves. Le même ayant fait quérir la police chez Roujdi Moullah. Ils entretiennent même leurs anciens maîtres, c'est dire. Bon, à la lecture de ce passage, en l'entrecoupant avec la première partie du livre de Grenouillot et de quelques lectures d'Agobard de Bretagne, qui au passage, sur ce livre, j'ai beaucoup plus avancé, on peut se demander pour le deuxième auteur s'il n'y a pas eu une relation entre les ports de marchands gérés par les Juifs, depuis l'époque de Charlemagne, et les commerces d'esclaves arabo-musulmans / berbères. Question. Pour le premier auteur, on pourrait questionner depuis Abdallah Ben Saïd et la défaite du roi Khalid Dourat l'évolution des mœurs et de la vie cultuelle. Puis en connectant l'œuvre de Youssef Indy sur l'histoire du wahhabisme, on comprend que cela se passe bien plus tard, aux alentours du XVe, XVIe siècle, à peu près au même moment où le protestantisme nous offre, je cite, ses bienfaits aux yeux du monde. Démêler le vrai du faux requiert plus d'approfondissement de ma part, mais je vous prépare pour aller dans ce sens-là, de longs chapitres sur les marchands de Goïm, d'Agobard de Bretagne. Sachez qu'au royaume de Nedj, au Hedjaz et dépendance, c'est la peine du talion qui est en œuvre. La loi wahhabite le permet. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, etc. Vous aurez compris. Xavier de Haute-Cloque dépeint donc une réalité tout à fait surprenante pour un XXe siècle, et il n'est pas rare de voir des corps décharnés, déconstruits en pleine rue. On pense même les plaies des hommes dans des hôpitaux subissant des flagellations publiques, dans l'objectif de continuer ces mêmes flagellations jusqu'à ce que le verdict de la, je cite, justice soit rendu. Dans un retour au navire à vapeur, le fameux Belgrano, Xavier de Haute-Cloque passe une soirée comme une autre à son bord. 3 autres bateaux mouillent dans un rade non loin de Jeddah, dont un qu'on nomme l'Asia. Dit-il pas de problème ? Bonne soirée. Pas de problème ? Bonne soirée. Mais plus tard dans la nuit, on entend à la radio « SOS, SOS !» C'est le capitaine de l'Asia qui demande de l'aide. Le feu embrase les coursives et les cales. Vite, il faut l'aider. Vous passant les détails du sauvetage, les hommes aux responsabilités se feront, tenez-vous bien, jugés par le tribunal,
si on peut appeler ça un tribunal wahhabite. Parce que, comprenez-vous, on pense que l'incendie est volontaire. La rumeur vagabonde de ci et de là. Les hommes expliquent à leur tour, face à la, je cite, justice du cadi, que prendre soin du bateau est comme une seconde nature chez eux. L'auteur, lui, pense que le Malik Ibn el-Seoud, créature des services anglais, souhaite faire un exemple de châtiment sur ces Français. Peut-être est-il indirectement sous l'influence de la perfide Albion. Les 3 hommes en ressortiront indemnes après 12 jours de supplice. Et s'il y a bien une chose, peut-être parmi d'autres, que nous ne pouvons enlever à la loi du prophète, c'est bien celle de ne pas autoriser l'usure, n'est-ce pas? Mais dans le périple de notre cher Xavier de Hautecloque, qui nous narre de la vie, je cite réelle, d'autrefois, séant à Djeddah, il y a une banque de prêts camouflés en société commerciale. Tolérée ou pas tolérée? Alors, voyons. Nous appliquions pas nos propres lois? Aïe aïe aïe. Rencontrons lors de son long périple un chauffeur de taxi, arabe européen, notre cher auteur a rendez-vous avec un homme à la Mecque. En route, une voiture avec un chef de police wahhabite qui double par la droite. Diantre. Le message est donc clair. Notre cher Xavier ne rentrera pas voir son contact. Omul Koura s'appelle-t-il. Et il semblerait qu'encore aujourd'hui, selon le monde diplomatique, les instances wahhabites transforment la Mecque pour accueillir toujours plus de fidèles. Et le monde diplomatique et d'autres parlent d'un, je cite, or noir bis. Tout à fait entendable, mais assez éloigné des, je cite, vertus du début du XXe siècle, comme narré plus avant. Dans le dernier chapitre, sommairement écrit mais riche de questionnements, l'auteur pose 2 questions essentielles pour le compte de la France, que je vous laisse lire par vous-même.